même si c'est à distance. Pour le moment, c'est un peu comme ça que ça se passe partout. Donc, voilà, les moments de rencontre physique vont arriver bientôt. Et je crois comprendre que vous revenez du Mali, où vous étiez à la Foire internationale du livre, c'est ça? Oui, en fait, au Mali, Ça se au passe mois de comment, alors, une février foire du donc livre? de chaque année, il y a la rentrée littéraire du Mali, Oui, et qui est une institution à laquelle participe, je dirais, tout le pays, et y compris surtout l'ambassade de France, l'Institut français du Mali, et beaucoup, toutes les universités, toutes les écoles. Mais cette année, la rentrée a été reportée à cause évidemment du Covid. Elle a été reportée d'un mois. C'est pour cela qu'elle s'est déroulée entre le 15 et le 20 mars au lieu des mêmes dates le mois précédent. Voilà, donc je suis arrivé ici ce midi. Écoutez, on est vraiment très content de vous attraper au passage, alors. Non, je suis très, très heureux. J'avais prévu mon voyage en fonction de ça, donc j'arrivais un jour. Aujourd'hui, je savais que j'avais la marge pour faire une petite sieste et être frais. Oui, parce que là, il est tard, là, en plus, en Belgique. Il est tard, mais comme je travaille, j'ai mis mon horaire demain après-midi, donc je ne me lève pas à Ah, 5 très bien. heures, ça va. Très bien. Voilà. Mais en tout cas, content de faire votre connaissance. Voilà. Puis vous avez autour de vous toute l'équipe de l'Alliance française, les 4 directeurs des alliances, qui sont tous très heureux de pouvoir participer à cet exercice, qui aura des suites, bien sûr. On espère un jour que ce sera en vrai Oui. et que ce sera en Bolivie. Ah oui, oui, moi j'ai hâte, je me réjouis déjà de cette possibilité, probablement au mois de septembre, donc que j'ai réservé pour ce déplacement. Et c'est toujours avec grande joie, parce que il y a un lien qui est très fort, qui me lie aussi avec l'Alliance française depuis qu'on s'est rencontrés en 2014. Et donc, du coup, voilà. Et j'ai été au Pérou, et puis au Panama, et puis en Colombie. Une grande reconnaissance pour ça. Oui. C'est une grande famille, mais qui accueille toujours des nouveaux membres avec plaisir. Oui. Non, je suis ravi de cette collaboration, en tout cas. L'heure approchant, je vais Alors, peut-être lancer. Alors voilà, Isabelle, tu vas lancer le live. Dès que Isa, tu as lancé le live, Oui. tu nous donnes le top départ et nous commençons. est-ce que le cross-postage il est activé? Je vais faire en sorte que oui. Normalement, oui. Là, je Et suis du connecté pour vérifier sur la page de Sucre si c'est bon. T'enverras, moi aussi je vais vérifier. T'enverras le lien du Facebook à Patrick. D'accord. Ouais. Cross-poster. Ça va? Alors, je pense que ça va être bon. C'est bon, Isabelle? Juste, ça va se lancer, je pense, dans une. Là, il y a l'icône live qui est apparue, donc ça doit commencer à être pas mal.
Ouais, moi je vois le direct sur Facebook là, ça m'a l'air d'être Bonsoir à tous, bonsoir aux internautes, bonsoir aux amis du français en Bolivie et dans le monde. Pour cette 3e semaine de la francophonie en Bolivie, nous avons mes 3 collègues directeurs, monsieur l'ambassadeur de France en Bolivie, l'honneur de recevoir Joseph Douagne, qui va nous parler donc de son dernier roman. Mais avant de commencer, je laisse la parole à monsieur l'ambassadeur de France, Denis Gaillard. Chers et chers amis de la francophonie en Bolivie, bonsoir à tous, estimados y estimadas amigos de la lengua francesa en Bolivia. Je vais me partager entre la langue française et la langue espagnole. Alors, nous avons ce soir le privilège d'accueillir avec Joseph Douanier un écrivain francophone rwandais qui s'est pris de passion pour la Bolivie et plus particulièrement pour les communautés et les peuples afro-descendants en Bolivie, installés aujourd'hui dans les communautés des Yungas et plus particulièrement dans la zone de Coroico, de Tocaña. Es un gran orgullo para nosotros, un gran placer también que recibimos esta noche en el marco del mes de la lengua francesa el autor ruandés Joseph Douanier, quien nos honra con su presencia para hablarnos de su última novela, En quête de nos ancêtres, en búsqueda de nuestros ancestros. Cher Joseph Douanier, c'est un véritable plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue pour cette conférence que vous avez bien voulu nous offrir pour vous parler de votre œuvre qui vient de paraître, En quête de nos ancêtres, qui est sortie, je crois, en février dernier, donc qui est tout frais sorti de l'impression, aux éditions Les Impressions Nouvelles. On l'a échangé tout à l'heure hors caméra. Vous arrivez du Mali, vous arrivez du Salon du Livre du Mali et vous êtes en Belgique actuellement, donc il est 11h30 du soir. Donc nous vous remercions vraiment beaucoup d'être avec nous et d'avoir tenu à ce rendez-vous. Dans cet ouvrage, dans votre travail, que je n'ai pas encore eu la chance de lire, mais que je vais bientôt pouvoir feuilleter parce que ce livre est en ligne sur la bibliothèque numérique de l'Alliance française qui s'appelle Culture Tech. Donc, dans ce livre, vous relatez l'histoire d'Antoine, un jeune Rwandais installé en Belgique, donc on imagine qu'il y a beaucoup de choses qui vous ressemblent, qui décide de s'intéresser au terrible destin de celles et de ceux qui ont été arrachés à leur terre pour être envoyés comme esclaves dans les Amériques et qui, pour bon nombre d'entre eux, sont venus en Bolivie, notamment dans les mines d'argent de Potosi où les conditions de travail étaient épouvantables. De Tarija à Potosi, puis dans les Yungas, Antoine va découvrir une communauté attachante de descendants d'esclaves, attachée à des traditions, fière de sa langue aussi, dont je tiens à remarquer qu'elle est une des 36 langues originelles de Bolivie qui sont reconnues par l'État plurinational de Bolivie. Et vous nous faites partager votre amour pour ce pays et pour ces gens. Alors, à l'ambassade, on connaît bien cette région, puisque nous avons aussi un travail de coopération avec la communauté de Tocaña dans le domaine médical. Je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de me déplacer, d'aller sur place. J'espère que ce sera bientôt le cas. Et je n'ai pas eu l'occasion, me dit-on, de danser la saya, qui est la danse typique de ces communautés et qui est interprétée en général par le ballet folklorique qui est fabuleux de cette communauté. Bien sûr. Cher Joseph Douanier, donc vous serez bientôt, je crois, parmi nous, je l'espère, en tout cas au mois de septembre, si la situation sanitaire le permet. Et grâce aux Alliances françaises, vous nous ferez alors découvrir en direct votre passion et votre lecture de cette grande aventure de ces afro-descendants. Merci d'avoir accepté notre invitation, merci pour ce très beau livre, et je vous cède maintenant la parole, non sans avoir salué tous les francophones de Bolivie qui nous suivent ce soir. Et je voudrais terminer en quelques mots d'espagnol. Le mando un muy cordial saludo a todos nuestros amigos de las comunidades afrodescendientes de Bolivia que consiguen con usted, estimado Joseph, un inesperado y un talentuoso embajador. A usted, señor embajador. Mais, quoi dire, c'est que je suis très très heureux de cet échange de ce soir qui me replonge dans les souvenirs que j'ai en Bolivie et avec les alliances françaises, avec les étudiants, avec tous ceux qui fréquentent les alliances françaises. Donc, c'est de très, très beaux souvenirs qui sont gravés dans ma mémoire depuis de nombreuses années maintenant et qui renforcent aussi ce lien particulier que j'ai avec la Bolivie et l'histoire de la Bolivie
voilà, et que je n'ai pas encore découvert tout à fait, mais qu'il faut que voilà, il y a quelque chose qui me dit que je n'ai pas cessé de revenir et revenir en Bolivie. Voilà. Donc, c'est un plaisir d'être là ce soir et je suis vraiment ravi de cet échange qui se passe maintenant. Thibaut, Alors, on va passer la parole à nos amis. Voilà. Thibaut, tu nous fais la traduction, s'il te plaît. Voy a traducir lo que acaba de decir Joseph. Lo del embajador es que no, no sabía que tenía que traducirlo, así que no anoté nada, perdón. Pero entonces, sí, puedo traducir lo que acaba de decir Joseph. Joseph se siente muy feliz por tener la oportunidad de participar en esta reunión, en este conversatorio, para poder hablar sobre sus libros, y sobre todo se siente feliz porque tiene un vínculo muy especial con Bolivia, un vínculo que no acaba de volver a descubrir cada vez que tiene la oportunidad de estar en Bolivia o de participar en eventos, de momento virtuales en Bolivia. Y sí, le da mucho gusto estar con nosotros esta noche y poder hablar de un país con el que tiene un vínculo muy fuerte y de literatura, obviamente. Alors, pour continuer, ce que nous allons faire ce soir, donc je vais vous présenter le cadre général et dans un premier temps, dire à tous les auditeurs et tous les internautes de ce soir qu'effectivement, en septembre, j'espère bien que nous aurons l'honneur de recevoir en direct dans nos alliances, dans les lycées français, à la UMSA ici sur La Paz et dans les universités qui ont des filières linguistiques françaises, Joseph Douanier qui viendra nous présenter son œuvre, mais aussi son talent d'auteur, son talent d'écriture et d'autobiographie, pour le dernier roman en tout cas. Et donc je vais, dans un premier temps, laisser à Thibaut la parole qui va vous présenter un petit peu l'auteur qui est là avec nous ce soir et son travail. Et c'est Pauline qui prendra la suite pour les questions qui sont déjà prêtes via les journalistes des périodiques boliviens qui étaient curieux d'interroger notre auteur de ce soir. Sí, entonces para traducir lo que acaba de decir Eric, esperemos que tengamos la suerte en septiembre para una visita de Joseph Douanier en Bolivia. Pasará por todas las alianzas francesas del país, los colegios franco-bolivianos y también por la UMSA en La Paz. Ahora voy a darles un poquito de información sobre la vida de nuestro autor, y después pasaremos a las preguntas de uno de los periodistas que recogió Paulina. Entonces, si puedo leerles una pequeña biografía de Joseph Douanier. Joseph nació en Morambi, Ruanda, en el año 1962. Desde 1986 vive en Bélgica, donde trabaja como enfermero, después de haber obtenido los diplomas de ayudante de laboratorio, de enfermero con una especialidad en oncología, así como un máster en gestión hospitalaria. Hoy en día trabaja en la unidad de injerto de médula ósea y de células madre hematopoyéticas de las clínicas universitarias Saint-Luc en Bruselas. Escribió varias novelas. La primera se llama La promesse faite à ma sœur, La promesa hecha a mi hermana, que se publicó en el 2007, y que cuenta el retorno de un ruandés a su país después del genocidio de los Tutsi de 1994. Gracias a ese libro, Joseph fue finalista del Premio de los 5 Continentes de la Francofonía, y también fue finalista del Premio Marais y del Premio Jean Bernard de la Academia Nacional de Medicina. En 2012 sale su segunda novela, Le Muzungu Mangeur d'Hommes, el Muzungu Devorador de Hombres, que evoca la mirada de una pareja de jóvenes holandeses sobre la cultura ruandesa, que descubre el país de los 1000 cerros, como se apoda Ruanda. Después escribió un cuento para jóvenes, Plus fort que la hyène, más fuerte que la hiena, en el año 2018, sobre el tema de la enfermedad de la drepanocytosis, con ilustraciones de Anne-Marie Carté y con el apoyo de la Fundación Saint-Luc.
en 2019 publica una novela corta en la editorial Magellan y Compagnie, en una recolección colectiva, Nouvelles du Rwanda, que se puede traducir o por Noticias de Ruanda o por novelas cortas de historietas de Ruanda. En febrero 2021 finalmente publica la novela que nos interesa esta noche, Enquête de nos ancêtres, en busca de nuestros ancestros, una novela cuya historia transcurre en Bolivia y donde con la comunidad de los afrobolivianos. Joseph Douanier ya estuvo en Bolivia en el año 2012 y en el año 2014 para hacer sus investigaciones literarias y para dar charlas en las alianzas y en los colegios franco-bolivianos del país. Ahora doy la palabra a Pauline para las primeras preguntas. Bonsoir Joseph. Bonsoir Pauline. Joseph, j'ai le privilège d'être celle qui va vous poser les questions, avant celles recueillies sur nos pages Facebook, donc publiées par les internautes que nous saluons. Et je tiens à vous saluer donc de la part de l'Alliance française de Santa Cruz et notamment son président qui se réjouit à l'idée de votre retour parmi nous, puisqu'il vous avait accueilli également en 2014. Oui, bien sûr. Entonces tengo el gusto de ser la que les va a hacer las preguntas antes de hacerles hacerle las preguntas antes de las preguntas que serán publicadas en los Facebook de las Alianzas Francesas, y les quería saludar también de parte de la Alianza Francesa de Santa Cruz y de su presidente, que ha tenido el gusto en el año 2014 de acogerlo en el marco de su venida aquí en Santa Cruz, en el marco de la francophonie. Donc, Joseph, une première question qui a trait peut-être à l'origine de votre roman, donc Enquête de nos ancêtres. Est-ce que vous pourriez nous expliquer brièvement comment êtes-vous arrivé en Bolivie? Merci. Entonces, la primera pregunta es acerca de lo que llevó a nuestro autor a descubrir Bolivia y a escribir sobre el tema de la novela que nos interesa esta noche, En busca de nuestros ancestros. ¿Cómo conoció a Bolivia? ¿Cómo nació ese vínculo especial? Alors, c'est bien parce que c'est vraiment l'origine de ce livre. C'est ma première visite, ma découverte de la Bolivie. Et c'était il y a quand même quelques années, c'était en 2000. Je venais en Bolivie pour découvrir comment on peut soigner les maladies avec peu de moyens, parce que je travaillais déjà ici en Europe et ici nous disposons de beaucoup plus de moyens, et je voulais aller dans un petit hôpital, en l'occurrence le petit hôpital de San Lorenzo près de Tarija, pour voir comment ils travaillaient avec très peu de moyens. Peut-être je dis tout jusqu'au bout, ou bien tu veux traduire au fur et à mesure, ou ça va? Sí, podemos hacerlo, on peut le faire de façon un peu graduelle. Entonces, para traducir la primera parte de la respuesta de Joseph, el origen del libro, el misterio del nacimiento de este proyecto literario, el autor hizo su primera visita en Bolivia, de hecho en el año 2000, así que ya se remonta a bastante tiempo, y su meta como enfermero era descubrir cómo curar enfermedades con pocos recursos. Así que hizo un internado en el hospital de San Lorenzo, cerca de Tarija, para ver cómo trabajaban los doctores con pocos recursos para curar a los enfermos. Et c'est à cette occasion que j'ai eu envie d'aller découvrir la mine de Potosí, parce que j'avais lu, je savais qu'il y avait eu dans l'histoire de cette mine, il y avait eu des Africains, des esclaves africains qui avaient travaillé là-bas.
Et j'avais été frappé par le fait de ne pas rencontrer d'afro-descendants dans cette ville pendant les 2 jours où j'avais séjourné là-bas. Et donc, je m'étais renseigné pour savoir où ils étaient passés. Et c'est comme ça qu'on m'avait appris qu'ils étaient partis, les rescapés de la mine, parce que beaucoup y sont morts. Qu'on m'a expliqué qu'ils étaient allés dans les Yungas. Et à cette époque-là, je n'avais pas eu vraiment la chance, la possibilité d'aller leur rendre visite. Mais je m'étais juré de revenir un jour pour les rencontrer. Mais à cette époque, en fait, c'est ce livre-ci qui était en train de naître, sauf que je ne le savais pas, parce que je n'écrivais pas encore de livre à ce moment. Et c'est quand j'ai publié mon premier roman en 2007 que je me suis dit, ça y est, je sais ce que je vais écrire, je vais faire un livre sur cette histoire-là, pour essayer de faire découvrir cette histoire qui est très peu connue. Il faut dire que quand on parle de l'esclavage en Amérique latine, on pense à tous les pays, je pense à la Colombie, je pense au Pérou, je pense même au Brésil, dans tous les autres pays, mais on ne pense pas à la Bolivie. Et donc, j'ai eu envie de parler un peu cette histoire pour rendre hommage aussi aux Afro-Boliviens que j'avais rencontrés l'un par ici, par là. Et donc, j'ai décidé de revenir en Bolivie en 2012. Donc, j'ai eu la chance d'être accueilli du côté d'Arapata, je pense, de Dorado Chico, où j'ai été hébergé par justement des Afro-Boliviens et qui m'ont bien accueilli chez eux. Et j'ai senti quelque chose de très, je me suis senti très proche d'eux. Donc, on a beaucoup partagé. Et voilà, c'est comme ça qu'est né le roman, en fait. Sí. Entonces, para completar la respuesta de Joseph, cuando estaba haciendo su internado en el Hospital de San Lorenzo, quiso descubrir la mina de Potosí, de la que le habían hablado por tener, de hecho, esclavos africanos que habían venido, bueno, para trabajar en la mina. Y cuando estaba en Potosí, descubrió con asombro que no veía a afrodescendientes en la ciudad. Así que empezó a investigar para saber, bueno, qué había pasado. Y de hecho, los afrodescendientes se habían ido a las Yungas. En la época, en el año 2000, no tuvo la oportunidad de visitarles, pero se hizo la promesa de volver para conocerles. Y en la época, como no era todavía autor, no se daba cuenta de que estaban haciendo la novela de la que estamos hablando esta noche. Y quiso dar a conocer como homenaje a los afrobolivianos que habían trabajado en la mina de Potosí, porque el tema, cuando se piensa en el tema de la esclavitud en América Latina, suele pensarse en países como Perú, como Brasil, pero no tanto en Bolivia. Así, Joseph quiso dar a conocer la historia de estos afrobolivianos y volvió en el año 2012 para investigar. Se quedó en Arapata, en Dorado Chico, con afrobolivianos y sintió mucha proximidad con ellos, se sintió muy bien acogidos, sintió igual un vínculo fuerte con ellos y gracias a eso tuvo todas las ideas que necesitaba para su novela. Joseph, vous m'avez dit que vous aviez eu... donc on voit que votre histoire avec la Bolivie remonte à plusieurs années et vous m'avez dit avoir eu donc un coup de cœur pour la Bolivie, et notamment avec cette communauté afro-bolivienne. Est-ce que vous pourriez mettre des mots sur ce coup de cœur? Pourquoi? Alors,
Perdón, Déjà, traduis juste, pardon. Ah, pardon. Entonces sí, bueno, como lo acabamos de ver, usted tiene una relación que se remonta ya a muchos años con Bolivia y usted de verdad ha tenido un flechazo por Bolivia. ¿Nos puede explicar con palabras más detalladas ese flechazo que sintió por Bolivia, por favor? Oui, déjà, quand on pose le pied sur le sol de la Bolivie, c'est un peu envoûtant comme ça, comme climat. Déjà, l'altitude, atterrir à La Paz en venant d'Europe, c'est pas évident. C'est pas pour rien que les grandes équipes de football viennent y perdre des matchs parce qu'effectivement, l'altitude, ça te fait comprendre que quand même, tu n'es pas au plat pays d'Europe, quoi. Et donc, c'est déjà le premier sentiment on flageole sur ses jambes quand on arrive. Et puis, ce qui, moi, m'avait remarqué vraiment, c'est cette beauté de ces paysages, de ces montagnes, mais surtout l'accueil. Moi, j'ai été très touché par l'accueil, d'abord déjà dans le sud où j'étais, où je travaillais. Donc, c'était voilà, question un peu de se sentir un peu chez soi, alors que on vient de 8000 km, aussi pas plus, alors que parfois, on n'a même pas de vrai contact avec son voisin de palier, quoi. Donc, c'est cette idée d'accueillir quelqu'un que vous ne connaissez pas et que vous l'invitez dans la famille. Et cet aspect-là me touche beaucoup parce que ça, je pense que c'est inhérent aussi à mes origines, où on vit en communauté, on vit sur la colline, on vivait parce que les choses changent. Et que donc, moi, j'ai été élevé en partie par ma grand-mère. C'était la notion de communauté, la notion de village. Et j'ai retrouvé ça quand je suis arrivé en Bolivie. Et puis, quand je suis arrivé, et spécialement plus tard dans cette communauté afro-bolivienne, évidemment, j'ai eu l'impression que j'étais sur la colline de ma grand-mère. Et parce que je pouvais trouver dans le même jardinet, je pouvais trouver les fruits, les oranges, je pouvais trouver le manioc, je pouvais trouver des patates, ce qui se trouvait dans le jardin de ma grand-mère en vrai. Donc, du coup, ça, c'était au niveau de la vie quotidienne, mais c'est surtout aussi le partage cette année à la rentrée littéraire du Mali. Le thème, c'était les héritages en partage. Donc, ça fait vraiment écho à ce que moi, à mon livre et à ce que j'ai vécu en Bolivie. Cette idée de parler des héritages. Par exemple, j'étais surpris par la curiosité des personnes qui m'avaient accueilli, qui me posaient des questions. Comment est-ce qu'on enterre les gens chez vous? Comment se passent les mariages? Comment voilà, et les mélodies de la musique que je retrouvais de chez moi, alors que la plupart des esclaves sont venus du côté atlantique, tandis que moi, je me trouve plutôt à l'est de l'Afrique. Mais je trouvais leur questionnement et leur regard au monde qui ressemblait au mien, même si on ne vient pas exactement géographiquement du même endroit. Donc, ce coup de foudre est né de tous ces éléments qui font que quand je viens en Bolivie, alors que je connais finalement très peu, je me sens tranquille, je me sens chez moi. Sí. Entonces, tuvo un flechazo por Bolivia ya al llegar en La Paz por primera vez cuando
bueno, cuando uno alcanza por primera vez Bolivia, es un momento encantador. Ya con la altura del aeropuerto de La Paz, uno queda sorprendido por la belleza de las montañas y con razón muchos equipos de fútbol vienen a perder partidos aquí en Bolivia porque, bueno, por la falta de oxígeno, ¿no? Ya no estamos en Bélgica y al llegar a una altura tan elevada, las piernas se nos tiemblan por la pulcritud de las montañas. Igual, usted, Joseph, sintió que le acogieron muy bien en Bolivia, en el sur del país, y usted se sentía como en su propia casa, a pesar de los 8.000 kilómetros de distancia que le separaban de Bélgica. En Bélgica, justamente, no es tan común ni siquiera tener un contacto con su propio vecino de al lado, pero aquí en Bolivia es diferente. Usted pudo reencontrarse con el mismo sentido de comunidad, como en Ronda, en el cerro, donde le crió su abuela. Sintió esa sensación de comunidad, de pueblo, e igual sintió ese sentido de comunidad cuando estuvo con la comunidad afro-boliviana. Y se sintió como, de hecho, en el cerro de su abuela, con las mismas frutas, las naranjas, el manioc, las papas, y si usted se sentía como en el jardín de su abuela. Y justamente, bueno, como usted estaba justo esta mañana, ¿no?, en Malí, para la Feria Internacional del Libro, son esos sentimientos, ¿no?, de tradición, de cómo compartir el tema de la herencia, también cómo compartir su herencia. Y finalmente, igual sintió ese flechazo por la curiosidad con la que le acogía la gente, que preguntaba cómo eran los entierros en su país, cómo eran las bodas, y también cómo era la música, que de hecho para usted era, bueno, reconoció las mismas melodías que conocía de África, aunque, bueno, los afrodescendientes de Bolivia venían más bien del oeste de África y usted viene del este. Y bueno, todos esos elementos explican el flechazo que Joseph sintió al conocer Bolivia. Merci Joseph pour ce bel hommage à la Bolivie et au peuple bolivien. Merci de nous avoir partagé des choses qui relèvent de l'intime. Est-ce que maintenant, vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur votre nouveau roman? Peut-être allons-nous retrouver la colline et le jardinet de votre grand-mère? Y ahora, gracias por hablarnos de todos esos temas íntimos. Y bueno, si usted puede hablarnos un poquito de su nueva novela, donde quizás vayamos a encontrar de nuevo el cerro de su abuela y el jardín. Oui, bien sûr. L'histoire j'allais dire, elle est simple, mais pas si simple que ça finalement. Mais il s'agit d'une rencontre entre deux jeunes personnes. Donc Antoine, c'est un jeune homme qui est né au Rwanda, mais qui est venu très jeune en Europe avec ses parents, son père qui est médecin et qui a obtenu une bourse pour venir faire une spécialisation en Europe. Donc ils vont vivre en Europe sans retourner au Rwanda, sauf peut-être une fois le père pour aller enterrer sa maman. Et lui, il grandit dans cet univers dans un quartier très populaire de Bruxelles et où il se sent parfois enfermé. Il a envie d'aller voir, il a la curiosité, il a toujours été très curieux depuis qu'il était tout petit et il a envie un jour de quitter son métier de prendre une pause. Il est infirmier, donc à certains égards, on se ressemble quand même sur beaucoup de choses. Et il va arriver en Bolivie et
ne sachant pas très bien, il va travailler dans un endroit, mais voilà, il se cherche. Mais là, il va rencontrer une jeune et jolie fille qui vend du jus avec les petites machines qui pressent, qui épluchent les oranges et qui font du jus d'orange. Et il y a quelque chose dans son regard à elle qui va l'hypnotiser complètement. Il ne sait pas ce que c'est, mais il se fait qu'il ne va plus, elle va le hanter. Et d'approche en approche, très maladroitement, ils vont faire connaissance et ils vont continuer à se découvrir. Il va lui proposer d'aller justement jusqu'à Potosi. Ils vont y aller ensemble. Et voilà, ils vont cheminer à travers toute la Bolivie et il va l'amener dans sa famille à elle. Mais c'est une fille qui a été élevée par sa grand-mère indienne, mais il y a un peu de failles, de trous dans son histoire et qu'elle a occulté parce qu'elle ne connaît pas son père. Et donc, ce voyage ensemble chez sa grand-mère à elle va un tout petit peu, même pas peu, va l'amener avec l'aide d'Antoine justement à découvrir la famille de son père. Et il s'avère que le père est noir. Et, et donc, c'est dans cette rencontre, pardon, dans cette multiculturalité, dans ce mixage, dans ce métissage, qui va les rapprocher encore plus et qui va un peu leur faire découvrir, en fait, chacun dans ses interrogations, son identité et leurs identités parce qu'elles sont multiples. Voilà. Sí. Entonces, para traducir lo que acaba de decir Joseph, la historia de la novela es una historia que puede parecer sencilla, pero que finalmente no es tan sencilla porque habla, bueno, de temas complejos, pero de forma sencilla, la novela cuenta la historia de un encuentro entre dos personas. Antoine, que es un joven que nació en Ruanda, pero que se fue a vivir a Europa con sus padres. Su padre es médico y él, bueno, va a hacerse enfermero. Bueno, pueden encontrar ciertas similaridades con la vida del autor, obviamente. Y finalmente, bueno, nunca van a volver de verdad a Ruanda. Su padre, un poquito para el entierro de su madre. Y bueno, Antoine crece en un barrio popular de Bruselas y desde niño siente una curiosidad bastante fuerte para descubrir nuevas cosas y en algún momento quiere hacer una pausa en su trabajo de enfermero y se va a Bolivia para buscarse a sí mismo, para descubrir su propia identidad. Pero allí conoce a una chica que vende jugo de naranja y bueno, se queda hipnotizado por la mirada de la jovencita. Torpemente se van conociendo y acaban por enamorarse. Desde ahí empieza un recorrido por Bolivia y va a conocer a la familia de esa chica que fue criada por su abuela indígena y no conoce a su padre. Finalmente, con la ayuda de Antoine, va a descubrir su pasado y se da cuenta de que su padre era negro y con esta historia familiar hablamos en esa novela de temas de mestizaje, de multiculturalidad, de interrogaciones sobre la identidad o las identidades y bueno, esos temas que todos conocemos pero que sont bastante complejos. Joseph, maintenant peut-être une question sur votre démarche. Quelle est selon vous, quelle est votre vision du rôle de l'écrivain
Et donc, ma question serait double. Quelle est votre vision du rôle de l'écrivain? Et est-ce que vous pourriez dresser un parallèle? Est-ce qu'il existe un parallèle entre l'écrivain et le soignant? Ahora queremos saber, bueno, cuál es su visión del papel del escritor y si se puede establecer un como paralelo entre el papel del escritor y el papel del enfermero. Oui, merci. Et alors, ma vision ou mon regard sur les écrivains, je dois vous avouer que avant que je ne commence à écrire, j'avais une image des écrivains qui, vous savez, à l'époque, tous ces écrivains qu'on invitait sur les plateaux et qui avaient leur whisky à côté, qui fumaient leur pipe ou cigarette sur cigarette. J'avais toujours l'impression que c'était ça, en fait, l'écrivain. Je ne pensais pas que quelqu'un j'allais dire, de normal, quelqu'un d'ordinaire pouvait écrire un livre. Donc, l'image allait avec l'écriture. Donc, souvent, ils étaient saouls alors, ils répondaient dans leur jargon à la télévision et que le commun des mortels ne comprenait pas. Donc, c'était ça. Moi, j'avais toujours eu un peu cette fascination. Et même que quand j'ai commencé à écrire, vraiment, j'ai mis du temps à éliminer un peu ce complexe, à me libérer un peu de cette image que j'avais de l'écrivain. Et pour moi, simplement, l'écrivain, c'est quelqu'un qui arrive, qui a la possibilité, en tout cas, parce que tout le monde n'écrit pas ou ne peut pas écrire. Bon, c'est quelqu'un qui va poser son regard sur le monde et essayer de le partager avec les autres, comme ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est un peu moi cette vision que moi j'ai de l'écrivain, de la littérature, et c'est quelque chose qui remonte de loin chez moi, en tout cas dans la tradition orale, où chaque soir, avant de dormir, chaque personne qui habitait chez ma grand-mère devait raconter une histoire, souvent une histoire qui ramenait le héros ou l'héroïne très loin, en dehors de chez soi. Donc, c'était cette quête d'échange, parce que quand j'écris aussi, mon grand plaisir, c'est quand le livre est fini, de pouvoir échanger avec les gens que ça interpelle ou qui l'ont lu ou qui ont envie d'en savoir plus. Et c'est ça, moi, cette globalité, cette globalité que je vois l'écriture. Maintenant, oui, ou alors peut-être vous pouvez traduire, parce que sinon c'est trop long, je bavarde. Sí, para entonces contestar a la primera parte de la pregunta sobre el papel del escritor, según usted. Bueno, usted de forma totalmente honesta, antes de empezar a escribir, tenía una visión del autor un poco caricaturesca, vamos a decir. Pensaba en los autores que se ven en la televisión tomando whisky, fumando cigarros o cigarrillos, y usted no pensaba que alguien normal pudiera escribir una novela. Le fascinaba, le fascinaban esos autores que estaban ebrios en la televisión, pero que hablaban con su jerga de autores, ¿no? Y bueno, de hecho, le dio una forma de complejo antes de que usted empezara a escribir. Pero finalmente usted llegó a su propia visión de lo que es un autor normal, vamos a decir, y usted piensa que el autor tiene que enseñar y compartir su visión del mundo. Esta es la visión que usted tiene de los escritores y de la literatura, sobre todo porque, bueno, por su historia familiar, tiene un vínculo bastante fuerte con la
tradición de la literatura oral. Así su abuela le contaba historias sobre héroes que se van lejos y que buscan el intercambio y el descubrimiento. Y usted también busca ese intercambio, ese descubrimiento y le gusta intercambiar con los lectores. Voilà, mais pour la deuxième partie de la question, oui, j'essaie souvent de trouver un parallèle entre un soignant et un écrivain. Et il y a quelque chose qui me revient toujours, c'est la sensibilité. Donc, pour les soignants, c'est des gens qui doivent avoir beaucoup de sensibilité, beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion, beaucoup de... voilà, parce que quand même, on travaille avec des vies humaines et chaque rencontre avec un patient, c'est une rencontre particulière. Et il y a toujours des choses à raconter. Et pour moi, c'est très inspirant, la relation que j'ai avec les patients que je soigne. Surtout quand je travaille des patients qui sont hospitalisés longtemps et avec qui j'échange pendant 6 à 8 semaines. Et des patients qui n'ont pas beaucoup de visites de leur famille. Et donc, du coup, on devient un peu leur famille pendant leur hospitalisation. Donc, beaucoup d'échanges. C'est une souffrance qui est inspirante quelque part. Moi, j'essaie de trouver toujours des choses positives dans cette souffrance. Et ensuite, pour m'en inspirer pour écrire des textes. Et donc, c'est dans son sens-là qu'il y a beaucoup de sensibilité chez les écrivains, en tout cas ceux que je connais, toujours envie de partager, envie d'échanger, même si le métier d'écrivain se fait souvent dans la solitude. Mais au fond, le bonheur des écrivains, c'est de pouvoir échanger avec les gens qui les ont lus ou qui les ont aimés ou qui les ont pas aimés, mais en tout cas pour avoir un retour sur leur travail. Voilà, donc un métier de sensibilité dans les deux sens, de grande sensibilité. Sí, entonces Joseph piensa que bueno, para él el paralelo es bastante claro entre un autor y un enfermero y lo más importante en el trabajo bueno, de ambos es la sensibilidad, la empatía y la compasión. Como enfermero se trabaja con vidas humanas y cada encuentro con un paciente es particular. Joseph tiene una relación particular con todos sus pacientes, pero especialmente con los que se quedan durante bastante tiempo en el hospital y que no tienen mucha familia que les visite. Así que, bueno, se enfrenta en la vida diaria al sufrimiento y lo importante es encontrar, bueno, lo positivo que siempre hay. Y, bueno, este trabajo de empatía, de buscar lo positivo en el sufrimiento, es lo que también inspira sus textos. Lo importante para un autor y un enfermero es tener mucha sensibilidad, tener un gusto por compartir cosas, por intercambiar, a pesar de la soledad que suele sentir un autor. Bueno, le gusta mucho a Joseph intercambiar con sus lectores, bueno, los que apreciaron sus novelas o los que no, y bueno, cómo recibieron sus textos. Y esto es lo importante, el compartir con la gente, que es tan importante como un autor como para un enfermero. Joseph, j'aurais 2 questions en plus. Est-ce que ça vous va? Oh, parfait. Moi, je suis tranquille. D'accord. On peut continuer si vous voulez. Alors, sur la 4e de couverture de votre roman, il est écrit « Dans En quête de nos ancêtres, l'auteur nous plonge dans cet héritage culturel métissé qui permettra aux protagonistes
de leur identité multiple, avec leur identité multiple, qu'ils se rapprochent de leurs ancêtres et peut-être même d'eux-mêmes. Alors, trop souvent, on considère les identités comme contradictoires, alors que les identités sont plurielles et elles relèvent d'une construction. Alors, ma question est assez simple et en fait, je pense qu'elle est très complexe. Comment est-ce qu'on dépasse les contradictions identitaires? Déjà, peut-on les dépasser et comment les dépassons-nous dans le cadre d'identités métissées? Oui, c'est une question effectivement très complexe, mais moi je réponds simplement que on est tous issus des identités multiples. On se nourrit de tous de ce qui nous traverse, de l'endroit où on vit, des gens qu'on rencontre, des cultures qu'on croise, on s'en imprègne, même si ce n'est pas toujours de façon très perceptible, donc, moi, je pense que ceux qui vont nous résumer l'identité à un endroit ou à un groupe, c'est plus le repli que sur soi que l'identité. Et je pense que nous tous qui sommes ici dans cette réunion, on est traversés par plusieurs identités parce qu'on a la chance, et c'est ça aussi qui nous enrichit, de pouvoir voyager, de pouvoir quitter parfois notre cocon, de quitter notre milieu pour découvrir que parfois les gens qui nous sont très éloignés physiquement nous ressemblent plus que les gens qui nous sont plus proches. Et ça, parfois, on ne sait pas on sait pas le découvrir si on n'a pas encore rencontré cette situation. Et c'est pour ça aussi que souvent dans les rencontres, il y a des heures. Et il faut parfois apprendre de l'autre. Et c'est ce que je trouve hyper intéressant, c'est souvent apprendre de l'autre dans son milieu à lui et pas dans un... par exemple, moi je me rends compte que les gens que je rencontre, disons, qui viennent du Rwanda ou du Mali ou de la Bolivie, que je rencontre ici en Belgique, ils peuvent, ou qui viennent je sais pas moi, de Bretagne, mais que je retrouve ici à Bruxelles, je me rends compte que parfois l'impression qu'on se donne n'est pas vraiment la même que quand on va dans le milieu des gens et pour découvrir la vraie culture de là où ils viennent. Et que alors ça peut se résumer, ça peut à très peu de choses, à des caricatures. Et que l'idée du métissage, ce n'est pas nécessairement au niveau de la couleur, c'est au niveau de la culture, au niveau oui, de ce qui nous construit. Et tout est dans la rencontre. Il faut accepter la rencontre et se rendre compte que on peut être plus noir que le noir alors qu'on est blanc, ou être plus blanc que le noir alors qu'on est noir, et que cette question de couleur sur laquelle souvent s'arrêtent les gens est très réducteur et très dangereux, et qui nous met dans les cases, ce que moi je refuse. Je refuse toujours je refuse d'être cantonné dans cet aspect, en tout cas de la carnation ou de la mélanine, et d'aller à la rencontre de l'autre dans ce qu'il est et ce qu'il peut m'apporter au-delà oui, du visuel, ou au-delà de l'aspect, je dirais. Donc, oui, c'est la rencontre, aller à la rencontre de l'autre, et en essayant d'amoindrir, en tout cas de minimiser les préjugés pour mieux apprendre de l'autre et faire tomber des barrières parfois qui sont tenaces à faire tomber. Voilà, et pour moi, c'est ça l'identité, de traverser les barrières et d'aller voir ce qui est derrière, et d'avoir cette interconnexion, de se nourrir les uns les autres
voilà, dans tous les sens du mot, et pour se rendre compte que finalement, on est les mêmes. Hein. Et ça, c'est aussi le français, c'est aussi les langues, c'est aussi... et, oui, quand on va... Ça, ce sera la prochaine question. C'est vrai? C'est prévu? Ah ben, ok. Entonces, si puedo volver a la pregunta a la que acaba de contestar, Pauline estaba preguntando sobre, bueno, el extracto, bueno, el que aparece en la contraportada de su novela, bueno, en esa contraportada se dice que en esta novela Joseph Douanier nos sume en una herencia cultural mestizada que permite a los protagonistas descubrir sus identidades múltiples y comunes también, nutridas de tradiciones africanas, europeas y latinoamericanas. Así se acercan a sus ancestros y también a ellos mismos. Y Pauline le preguntaba dar más detalles sobre, bueno, esa cuestión compleja de la identidad y del mestizaje. Y entonces usted contestó que, bueno, todos tenemos identidades múltiples, ¿no? Que nos nutrimos de la gente y de las culturas que vamos conociendo a lo largo de nuestras vidas. A veces no se percibe ese fenómeno de influencia, ¿no? Pero de verdad no se puede limitar la identidad de una persona a un lugar o a un pueblo, lo que puede llevar a una forma de ¿cómo decirlo? Bueno, uno se queda como ensimismado, ¿no? En una identidad que cree verdadera, pero todos tenemos identidades múltiples y a veces cuando viajamos descubrimos que, bueno, cuando conocemos a una persona del lugar, una persona más lejana, nos damos cuenta de que, bueno, esta persona de hecho es más próxima, más parecida a nosotros que una persona que puede vivir al lado de nuestra casa, ¿no? Y de verdad es una visión reductora solo pensar que el color de la piel de una persona define su identidad propia. Es importante no encerrar a las personas en ideas preconcebidas por la melanina. Hay que conocer al otro más allá de su aspecto físico, conocer al otro minimizando los prejuicios, las caricaturas que siempre tenemos en la mente y derrumbar las barreras que pueden existir entre los seres humanos para llegar a una mejor interconexión, conocernos. Y bueno, ahora pequeña transición, y de hecho usted iba a hablar, bueno, del francés como parte de ese vínculo, y pero creo que es la pregunta siguiente. Y perdón, voy a tener que disculparme, tengo que irme, tengo una clase dentro de 4 minutos. Fue un gusto estar aquí con ustedes y les deseo una linda noche. Hasta luego. Alors, une dernière question, Joseph. Isabelle, c'est bon? Tu feras la traduction? Oui. Donc, Joseph, vous êtes l'invité officiel de la francophonie 2021 en Bolivie, l'invité officiel de la France. Donc, parlons un petit peu de francophonie et de langue française. La francophonie n'est pas qu'une affaire de mots, M-O-T-S, n'est pas qu'une affaire de langue. Elle est une communauté d'appartenance. En quoi, selon vous, vous êtes rwandais? Le français, là, si je ne me trompe pas, la seconde langue officielle du Rwanda. En quoi la francophonie peut-elle servir, le multiculturalisme et les identités métisses? En tout cas, c'est le sentiment que la francophonie voilà, que la langue française me donne étant francophone.
Bon, d'abord, au Rwanda, c'est une langue, le français, c'est la deuxième langue après le Kinyarwanda depuis très longtemps. Sauf que après le génocide des Tutsis de 94, l'anglais est venu être, je dirais, venu supplanter le français, en tout cas dans les écoles. Mais le français revient dans l'enseignement. En tout cas, ma dernière visite qui date de l'année passée montrait qu'il y avait un nouvel intérêt qui revenait plus euh, que les années précédentes où le français ne faisait que la résistance, mais que les gens parlaient plus anglais. Bon, pour moi, je trouve que c'est très enrichissant que toutes ces langues, que les gens parlent toutes ces langues. Et moi, j'avais peur à un moment qu'on perde le français complètement dans mon pays. Euh, mais moi, quand je retourne, je parle toujours français. Il y a des gens qui parlent français et que les gens sont avides d'apprendre le français. Et surtout, n'oublions pas qu'aujourd'hui, c'est une Rwandaise qui est la directrice de l'EIF, quand même. Donc, ça veut dire que le Rwanda, quand même, a un intérêt grandissant à nouveau pour le français, ce qui me plaît. Donc, et du coup, ça prolonge l'image que moi j'ai de la francophonie, évidemment, qui est euh, une communauté au-delà des mots, comme vous avez dit. Et j'étais donc aujourd'hui, hier soir même à Bamako, et on était tous là pour une langue, pour la belle langue du français, mais c'est pas des mots pour des mots, c'est des mots pour échanger sur nos vies, sur nos cultures, sur notre regard sur le monde. Donc, arriver là-bas et retrouver je ne sais plus combien de nationalités, j'ai oublié le nombre, et qu'on a tout ça en partage, ça fait partie des héritages en partage. Donc, c'est rencontrer une communauté qui va échanger sur des valeurs et au-delà de la beauté même de la langue, c'est beaucoup plus profond que ça. Et moi, c'est pour ça que je suis toujours très honoré quand je dois intervenir ou partager dans le cadre de la francophonie, parce que c'est au-delà des mots, c'est effectivement une famille humaine et qui passe par cette belle musique de la langue française. Entonces, Pauline me preguntaba sobre la francofonía, la lengua y cómo puede ayudar esa lengua francesa, el mundo francófono, a lo del multiculturalismo. Entonces, también por el hecho de ser ruandés y cómo se siente ruandés, explicó que claro, en Ruanda el francés es la segunda lengua, pero que después del genocidio del 94 el inglés ha ganado mucho terreno, pero se ve que ahora está volviendo el francés y tenía un poco de miedo que se perdiera el idioma porque lo que le interesa es que se hablen varios idiomas. Eso es muy enriquecedor. Entonces, perder un idioma es muy triste, es mejor tener muchas. Ahora la Secretaría General de la Organización Internacional de la Francofonía es ruandés, entonces eso significa mucho para esa vuelta del francés en el país. Y que la francofonía para Joseph va más allá de las palabras, justamente, porque permite intercambiar culturas, valores, es mucho más allá que la lengua, es conocer a los otros y eso es lo bonito que permite la francofonía.
Merci, Joseph. Muchas gracias. C'est moi qui vous remercie pour ce bel échange. Ahora vamos a pasar a la última parte. Eric, ¿hay preguntas en las páginas Facebook o Isabel? Alors, je crois qu'il y en a quelques-unes à Cochabamba, j'en ai quelques-unes ici. Honneur aux dames et honneur à Isabel. Bueno, lo primero, hay muchos agradecimientos por esta entrevista. Saludos cordiales también, tanto de La Paz como de Santa Cruz, todo el equipo de Santa Cruz. Yo creo que recuerda mucho a cuando vino la primera vez. Se pregunta también dónde se puede adquirir y leer este libro. Hemos dado ganas La Paz como de Santa Cruz, todo el equipo de Santa Cruz. Yo creo que recuerda mucho a cuando vino. ¿Dónde se puede adquirir? Ya está. Entonces, bueno, el libro, solo comentar que se puede leer en CultureTech, si algunos se preguntan, esto lo hemos puesto en comentarios. También una pregunta sería, en el libro, ¿considera que esta novela es por partes autobiográficas? Donc, bon, beaucoup de remerciements et de salutations et remerciements pour cet échange surtout. Et là, une question, c'est est-ce que vous considérez que le roman est en partie autobiographique? En fait, en réalité, souvent, je dis que les écrivains sont souvent des menteurs quand ils disent qu'ils n'ont rien à voir avec le truc. Moi, je pense simplement qu'on n'écrit jamais vraiment à partir de rien. On écrit à partir de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a observé, de ce qu'on nous a raconté, mais c'est quelque chose qui est proche, quelque chose de très intime toujours. Maintenant, ça ne doit pas être toute une histoire complète de chacun, parce que ça peut être une simple anecdote qu'on a vécue et qui va devenir un roman et on y met de soi-même quand même, on y met son intime. Donc cette histoire, ce garçon Antoine me ressemble, mais si on recule 30 ans en arrière, par exemple, parce qu'il était jeune, il était dans sa fougue, il avait des interrogations que moi, peut-être, je n'ai plus maintenant, mais que j'ai eu à un certain moment. Donc, oui, de ce point de vue-là, il y a des côtés vraiment autobiographiques. Il y a des endroits qui sont beaucoup d'endroits sont réels. Il y a des personnages que j'ai empruntés, des gens que j'ai rencontrés. Donc, en ce sens-là, on pourrait dire que c'est réel, même si ce n'est pas les mêmes noms, même si ce n'est pas les mêmes âges. Par contre, la fille, c'est vraiment une invention complète, mais en essayant d'imaginer des filles que j'ai croisées dans les rues des endroits que j'ai visités en Bolivie. Voilà, donc ce n'est pas une histoire, mon histoire à moi, mais il y a des éléments que j'ai pris à gauche, à droite chez moi et que j'ai composé avec la fiction, quoi. Entonces, Joseph dice que no es una historia completamente real. Sin embargo, Joseph dice que los escritores que dicen que su novela no tiene nada que ver con lo real son mentirosos, porque un escritor escribe en base a lo que ha vivido, a lo que ha observado, y puede ser una anécdota muy sencilla de su vida, pero siempre algo muy íntimo, algo muy personal en la escritura de alguien, ¿no? El protagonista principal, Antoine, se parece mucho a Joseph, pero esta historia sucede hace 30 años y entonces Antoine no tiene unas preguntas que ahora no son las preguntas de Joseph, ¿no? Pero que sí son las preguntas que él ha tenido hace 30 años, ¿no?
Y en cuanto a la chica, la chica de Antoine, ella es puro invento, pura ficción, perdón, pero Joseph, describiéndola, se ha inspirado mucho de las mujeres de Bolivia que ha tenido la oportunidad de conocer y de observar en el marco de sus viajes anteriores. Y entonces la pregunta sería, ¿y no le da miedo contar de usted en estos libros? Est-ce que se raconter justement, en mettre vraiment de soi, ça fait pas peur? Sauf si on est assassin et peut-être qu'on a peur qu'on vous découvre. Vous découvre. Moi, oui, mais l'écriture aussi, c'est ça, c'est oser se déshabiller quelque part. Parce que si on se cache, alors on ne va pas s'exprimer vraiment avec tout son, dans son entièreté. On ne doit pas raconter sa vie tout le long de ses livres, parce que je crois qu'une seule personne n'a pas une vie aussi riche pour faire beaucoup de livres, mais ce qui est important, c'est de mettre sa sincérité et forcément, on y met du soi chaque fois qu'on écrit un livre, et je pense que c'est même pour ça qu'on dit souvent qu'un auteur écrit le même livre sous plusieurs versions, plusieurs fois. C'est parce qu'on ne peut pas ne pas se mettre dans les livres qu'on écrit, même quand ce n'est pas autobiographique, parce que c'est forcément la façon dont on voit la vie, la façon dont on voit le monde. Et ça, c'est quelque chose qui transparaît dans qui on est, dans ce qu'on écrit. Oui, il y a toujours de l'autobiographie. Maintenant, franchement, quand on écrit, il faut laisser tomber les peurs et se livrer. C'est comme ça qu'on peut être vrai aussi. Non, moi, je n'ai pas du tout peur. J'ai plus envie. Les écrivains, je disais tout à l'heure qu'on était très sensibles, on a besoin d'amour, on a envie que les gens nous connaissent, que voilà, donc moi j'ai pas de problème avec ça, parce que dans chaque livre il y a toujours quand même quelque chose en ce qui me concerne, quelque chose d'intime, quelque chose qui ressemble aux endroits où j'ai vécu, à des choses que j'ai faites, à des personnes que j'ai croisées. Donc, ouais. Entonces Joseph dice que no le da miedo, le podría dar miedo si fuera un asesino, ¿no? Porque entonces el público lo estaría descubriendo. Joseph dice que para escribir hay que aceptar, de desnudarse, porque escribir significa una cierta sinceridad. Entonces, siempre hay cosas personal, ¿no? Muy íntima en una escritura. No se trata de contar toda la vida de uno, porque toda la vida de uno no es tampoco muy interesante. Hay que escribir, ¿no? Con humildad. Sí, que no hay que tener miedo tampoco con el encuentro con sí mismo. Eso. Sería brevemente. Alors, j'ai moi aussi quelques questions. En fait, je vais surtout en poser une qui résume un petit peu toutes les petites choses qui sont demandées. En 2019, le Collège de France a créé une chaire de littérature africaine et caraïbe. C'est Yannick Lahens qui a inauguré les 6 premières conférences. Et dans ces conférences, elle traite notamment de la richesse, de la culture, de tous ces auteurs africains dans l'écriture d'aujourd'hui de la littérature, donc de ces auteurs africains. J'aimerais savoir, vous, ce que vous pensez que
l'origine africaine peut apporter à la littérature d'aujourd'hui? Oui, j'en suis persuadé, et pas que africaine, hein, parce que dans d'autres continents aussi où on parle le français, donc c'est ce terreau, c'est cet engrais qui vient enrichir la langue française, et pas uniquement la langue de la France, de l'Hexagone, mais c'est de toute cette nourriture qui vient à travers la langue française, qui vient de tous les lieux, de tous les endroits. Les mots qui sont issus de ces différentes régions, la façon dont on dit des choses, je trouve que c'est la meilleure façon de venir à nourrir la langue et d'écrire depuis où on est, depuis qui on est. Et ça permet de venir nourrir la langue qui ne doit pas rester figée dans ses traditions, parce que tout évolue et que donc, voilà, toutes ces sources, effectivement, en Afrique, c'est énormément de... Je ne sais pas, je me demande si c'est pas là où il y a le plus de francophones. Donc forcément, leur regard, leur façon de malaxer cette langue, leur façon de la parler, et ça doit venir mettre une couleur dans la façon classique dont on parle la langue, dont on regarde la langue. Donc ça doit quand même venir se déteindre un tout petit peu dans la couleur classique du français. Et c'est dans le sens, je dirais, positif que j'ai dit ça, d'éteindre. C'est plutôt même venir mettre vraiment oui, d'éteindre, ajouter des couleurs. Ou ajouter des couleurs pour relever un tout petit peu cette langue, qu'elle ne devienne pas fade. Donc, qu'elle évolue, qu'elle accueille, qu'elle se nourrisse, et que voilà. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec cette vision de la francophonie. Entonces, Eric comentó que en el año 2009, ¿cierto? El Colegio de Francia creó una chaire, no sé, Cátedra. ¿Cómo? Cátedra, ¿no? Una cátedra, muchas gracias, de literatura africana y caribeña. Y entonces Eric le pregunta a Joseph qué opina, o sea, si él piensa que las literaturas africanas que pueden brindar, ¿no? Que puede brindar a la lengua francesa. Entonces, para Joseph, las literaturas africanas son como colores que van a dar sabores, que van a pimentar la lengua francesa. Es un tipo de abono que se va a agregar a la tierra de la lengua francesa que no es solo el idioma de Francia, pero que es un idioma que se habla en muchos países. Incluso puede ser que la mayoría de los francófonos se encuentran en África, y él considera que todo cambia, ¿no? Y un idioma no es algo fijo, es algo que evoluciona, que vive y que se va a nutrir de sus locutores, de dónde vienen los locutores, del país de los locutores, de la visión de los locutores, de la visión que ellos tienen del mundo y de la vida. Y eso, entonces África le da muchos colores al idioma francés. Et pour reprendre effectivement, Joseph, ce que vous disiez tout à l'heure, la secrétaire générale de l'OIF, donc une Rwandaise dont vous nous parliez, annonçait cet après-midi les statistiques des francophones du monde, et il semble que le français en Afrique en particulier soit dans une telle expansion qu'on prévoit que dans les années 50, nous ayons plus de 500 millions de locuteurs français dans le monde, tant l'Afrique en ce moment a vraiment énormément repris l'enseignement du français comme langue donc justement d'échange, de partage dont vous parliez. Pour ma toute dernière question,
Pardon, toute dernière question, et si les auditeurs et les internautes en ont d'autres, bien entendu, il faut qu'ils nous les mettent sur le Facebook. J'en ai une autre. Ah, tu en as une autre. Donc, je pose la mienne et je te laisserai la parole. Ah, et monsieur l'ambassadeur aussi. Donc, moi, tout à l'heure, je vous ai entendu parler d'un voyage prochain au Rwanda pendant plus de 3 mois, sans que vous ne nous divulguiez quoi que ce soit. A-t-on le droit de savoir déjà un petit peu de quelle histoire s'agit-il? Bon, en réalité, l'idée de base, c'est résume en fait tout ce que je vais faire là-bas. J'aimerais bien, et ça, je rêve de ça depuis longtemps, même si dans mes écrits, il y a toujours, ça fait quand même, ça parle, ça touche les racines, ça touche les origines, ça touche la transmission, voilà. Et donc cet aspect tous ces différents aspects, je voudrais aller les exploiter, je voudrais qu'ils soient incarnés par l'endroit d'où je viens. Donc c'est un texte qui aborde les racines et donc je vais passer quelques mois à aller rencontrer les aînés. Et je dois me dépêcher parce que ceux qui sont des aînés qui sont encore au Rwanda, qui ont connu le passé un peu plus éloigné, hélas, ils sont plus trop nombreux. Donc, je vais essayer d'aller à leur rencontre pour qu'ils me racontent la vie d'avant, comment se faisait la transmission, comment se faisaient les choses. Et j'ai senti que je dois être présent dans cet endroit pour me nourrir de ces odeurs, de ces bruits du quotidien pour bien rendre le sujet que je vais traiter. Voilà. Entonces, Eric le preguntó a Joseph, le dijo que sabía que pronto tenía planeado un viaje a Ruanda, entonces sin contarnos obviamente todo lo que tiene pensado en escribir, Eric le preguntó si nos podía contar un poquito más. Entonces, Joseph dice que siempre ha escrito sobre estas temáticas de herencia, identidades, raíces y, en una palabra, sobre el proceso de transmisión entre las generaciones, pero que ya ha sentido que necesitaba volver a Ruanda, necesitaba estar en su pueblo para encontrarse con los ancianos, que ya no son muchos, encontrarse con ellos para que ellos le cuenten un poco sobre cómo se hacía antes, cómo se organizaba antes la transmisión entre las generaciones, y Joseph necesita de manera muy íntima estar allá, volver allá para estar con su pueblo y en su pueblo con los olores, con los colores, con la gente, con los ruidos, los sonidos de su gente y de su tierra. Una pregunta de Andrea Paola Camacho Urbano, de Santa Cruz, que recuerda con mucho cariño cuando vino Joseph. Dice, en tus novelas muestras una sensibilidad y proximidad muy particular, desde el uso del lenguaje hasta las descripciones cálidas de los personajes y los lugares. ¿Es posible que esta autodenominación de autor normal te brindando esta confidencialidad con el lecteur? Alors, donc Andrea Paola dit dans vos romans, il y a une sensibilité, une proximité toute particulière que depuis l'utilisation de la langue jusqu'aux descriptions chaleureuses des personnages, des lieux. Et donc la question, c'est est-ce que le fait de se nommer un écrivain normal
crée cette confidentialité avec le lecteur. Merci Paola pour cette question. Paola, je l'ai rencontrée. Si c'est la même personne, là, quand j'étais en 2014, merci pour cette très belle question. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas quelqu'un qui prend des postures. Moi, j'aime bien me livrer comme je suis. Alors, il y a peut-être ceux qui n'aiment pas, mais en tout cas, je sais que moi, je préfère quand quelqu'un se présente tel qu'il est et que le contact, l'échange peut se faire à partir de là, sans posture et sans... Et la sincérité, pour moi, c'est important. Et c'est pour ça, c'est en ça que je dis que je suis un auteur normal, parce que voilà, je ne cherche pas à masquer qui je suis quand j'écris, et c'est comme ça aussi que ceux qui me lisent me le rendent en me disant que c'est ça qui leur plaît chez eux, chez moi, quoi. Voilà. Entonces, muchas gracias a Paola por esta linda pregunta. Joseph dice que cuando escribe le gusta, o sea, le gusta entregarse tal como es, no le gusta, no quiere aparentar, ¿no? No quiere poner barrera, porque para él lo más importante es la sinceridad, y por eso se considera como un autor y una persona muy normal. Est-ce que je peux poser ma question? Bien sûr. D'abord, merci beaucoup. Je voulais vous demander, Joseph, nous traversons tous actuellement une période très spéciale avec la pandémie, et le personnel soignant a été aux premières loges. En même temps, c'était une période aussi où on s'est retrouvés chacun à beaucoup lire, et heureusement, les librairies sont ouvertes maintenant. Est-ce que c'est pour vous, cet épisode tellement compliqué de notre vie à tous, est-ce que c'est pour vous un sujet d'inspiration, ou est-ce qu'au contraire, c'est trop présent pour pouvoir être abordé? Et qu'est-ce que la pandémie vous a appris finalement, à la fois en tant qu'auteur et en tant que soignant? Ça c'est vraiment une excellente question, parce que c'est une période qui nous a poussé en général, nous tous, dans nos retranchements, pour ne pas dire un autre confinement. Et, bon, je me souviens quand je revenais du Mali l'année passée, donc, et je repartais au Rwanda le lendemain. Et au moment où j'étais au Rwanda, on annonce, alors qu'en Europe, donc la pandémie, c'était quelque chose qui se passait en Chine très loin. Et 2 semaines après, je devais rentrer d'Ardar en Belgique parce qu'ils allaient fermer les frontières. Et donc, je suis arrivé ici en Belgique. Et donc, c'était un climat inimaginable, aussi bien en Belgique qu'en dans toute l'Europe. Et là, on était dans le flou complet. Donc, il n'y a personne qui savait, qui connaissait quelque chose sur ce virus. Mais vraiment, on allait les yeux fermés sans savoir où on allait. Donc, à l'hôpital, on a vécu des situations catastrophiques qu'on connaît tous et qu'on n'a pas besoin de décrire. Et pendant cette période-là, en fait, moi, je dirais, dans ce malheur-là, moi, j'avais une chance en tant que soignant parce que je n'étais pas confiné. C'était mon avantage, c'est que on travaillait dans des conditions très, très difficiles du début. C'était vraiment très, très, très difficile. Mais avec le recul, mais je me dis, au moins moi, je sortais. Je sortais, et donc les boulevards étaient vides parce que personne ne sortait, sauf
les métiers qu'on avait érigés en métiers essentiels. J'ai fait un papier la semaine passée qui répond à votre question. Je fais une chronique dans un magazine ici à Bruxelles qui s'appelle le Vif l'Express. Et on peut voir les extraits de mes chroniques sur Internet, où justement je faisais un clin d'œil aux soignants, en parlant du fait qu'on nous a intronisés comme métier essentiel, mais que les politiciens, quand même, il n'y a rien qui suivait au niveau concret et que nous, les soignants, on est habitués à prendre ce qu'on nous donne, mais qu'on n'a pas souvent les moyens, ou on ne prend pas les moyens de revendiquer ce qu'on veut. Et je posais la question de savoir si c'était incompatible avec le métier de soigner. Parce qu'à la base, c'est une sorte de sacerdoce, on soigne, on ne demande rien, etc. Bref, pour dire que moi, en dehors de ça, ça a été une période très riche de réflexion, parce que notamment, c'est là où a mûri le sujet du livre que je vais écrire au Rwanda. C'est un moment qui m'a... Alors, ici, j'ai un petit jardin de ville ici derrière ma maison. Je vais exagérer en disant que j'y mettais jamais les pieds, donc j'allais tondre la pelouse, mais j'ai jamais réfléchi en me disant, tiens, je peux y planter quelque chose qui peut nous nourrir, par exemple. Et donc, pendant le confinement, je suis devenu un vrai jardinier. Donc, pendant l'été de l'année passée, on n'a mangé que les légumes du jardin. C'est incroyable. Hein? Donc, et je ne suis pas le seul. Beaucoup de gens se sont improvisés jardiniers. Et pendant toutes ces heures que je passais quand je n'étais pas à l'hôpital, c'était des moments très riches de réflexion. De se rendre compte que ce petit virus, c'est infiniment petit, nous a montré combien on était vulnérable. Qu'on soit puissant ou petit, c'est un virus qui nous a mis les idées en place. Et par contre, je réfléchissais un peu sur qu'est-ce qu'on peut envisager dans le futur pour que ce genre de choses, en tout cas, on puisse limiter les dégâts de ça. Et mon idée à moi que j'avais en tête, que probablement d'autres ont aussi, c'est de dire comment est-ce qu'on peut essayer de faire des choses, d'orienter une vie de façon beaucoup plus solidaire en mettant l'accent sur la recherche, sur la médecine, pour vraiment mettre le paquet pour pouvoir se dire, tiens, un jour, demain, s'il y a un nouveau virus, on a quand même une sorte de paravent pour essayer d'en limiter les dégâts. Mais chez les décideurs de ce monde, qui ne sont pas trop nombreux, mais qui sont les seuls qui ont globalement le pouvoir, parce que c'est un monde qui fonctionne avec de l'argent, beaucoup d'argent. Je n'ai pas entendu quelqu'un qui a dit on va un tout petit peu ralentir ce bateau qui navigue presque sans capitaine, quoi, et qui va droit dans le mur, on ne sait pas où ça nous amène. Donc, c'est toutes ces réflexions qui m'ont traversé et qui ont nourri beaucoup mes écrits qui sont dans mes tiroirs. Et donc, ça a été un moment riche de réflexion sur qui on est, sur où on va, sur où va le monde de manière générale. Et voilà. Et j'espère en sortir un livre, mais c'est un projet aussi en cours. Merci. Merci a vous. Entonces, el señor embajador de Francia le preguntó si en estos meses de pandemia que sucedió en el mundo entero, si esta pandemia le ha dado como inspiración y qué fue lo que si la pandemia le había enseñado algo tanto en su papel de enfermero que de autor.
Entonces, Joseph explica que cuando empezó la pandemia, cuando se enteró de esta noticia, estaba en Ruanda y le tocó devolverse muy rápido a Bélgica. Cuando llegó a Bélgica, todo era completamente surrealista y llegó a un mundo lleno de incertidumbres totales, como fue para todos. A nivel de su papel de enfermero, no quiere volver a describir todas las catástrofes sanitarias que se han vivido, pero él dice que por suerte, por ser enfermero, él no estaba en cuarentena, él podía salir. Y entonces para él fue una gran suerte. Y la semana pasada, Joseph publica artículos, crónicas en una revista en Bélgica, Le Vif Express, y él hizo un homenaje con ironía a los enfermeros porque de un lado los enfermeros, los médicos desempeñan sus funciones como si fueran sacerdotes, o sea, sin pedir nada. Y con la pandemia los políticos siempre les han brindado un gran homenaje, pero al final eran puros discursos porque hoy en día ellos no tienen más recursos. Entonces, Joseph en su crónica preguntaba si existía alguna incompatibilidad entre la función de enfermero, de médico y los recursos adicionales. Y eso era en su función de enfermero. Ahora en su función de escritor o más bien de ser humano, ¿no? Joseph dice que con la pandemia ha nacido este proyecto de novela sobre Ruanda y dice que al final este virus nos ha permitido darnos cuenta todos que éramos muy vulnerables, que fuéramos grandes o pequeños. Y él cuenta que también fue un encuentro con él mismo porque en su casa tiene un jardín y nunca se le había ocurrido poner un árbol o sembrar cosas en su jardín, pero durante la pandemia empezó a sembrar y después durante el verano pasado comieron en su casa todos los vegetales que él había cosechado, ¿no? Entonces la pandemia también fue una nutrición personal e íntima. Y para terminar, dice que la pandemia le ha puesto a pensar en cómo hacer de otra manera en el futuro y cómo hacer para que en el futuro las prioridades sean dadas a la solidaridad y a la medicina para curar a la gente. Y después agrega que lastimosamente el mundo de ahora, el motor del mundo de ahora es la plata y que lastimosamente hasta hoy nunca ha tenido la oportunidad de escuchar a un dirigente que propuso que este mundo ande con una velocidad mucho más reducida. Eso. Nous avons, je crois, quelques questions encore à Cochabamba et donc je repasse la parole à Isabelle. Et après, nous allons peut-être aussi dire aux internautes que ça fait plus d'1 heure et demie que Joseph est avec nous, qu'il est très tard en Europe, qu'il nous a expliqué en début de propos qu'il travaillait demain. Et il est un soignant dont on sait combien ils sont mis à l'épreuve en ce moment. Donc voilà, on va poser les quelques questions qui restent et le remercier. Alors, aussi des commentaires. Merci, c'est fantastique. Enfin, des choses très, très jolies. Je vais lire les questions rapidement en français. Était-ce un pur hasard si vous avez découvert les Afro-Boliviens ou avez-vous effectué des recherches avant de vous y rendre? Pourquoi avoir choisi d'explorer la culture africaine en Bolivie et pas ailleurs?
Oui, donc l'idée en fait, c'est que en vérité, je suis venu en 2000, hein, c'est ce que j'expliquais au début, parce que j'avais l'opportunité de venir, travailler quelques semaines dans cet hôpital, ce petit hôpital de San Lorenzo dont je parlais, que je ne connaissais pas du tout. Mais c'est vraiment par une opportunité qui m'a été offerte pour que je vienne découvrir comment on soignait là-bas pour aller dans les villages avec les équipes, etc. Ça m'intéressait parce que ça me parlait en tant qu'originaire du Rwanda. Donc, cette histoire de l'esclavage, j'avais déjà appris. Parce que quand j'ai su que je venais en Bolivie, j'ai commencé à me documenter, mais je ne connaissais pas ça avant. Mais souvent, moi, j'aime dire qu'il n'y a pas de hasard. Donc, c'était peut-être voilà, le destin qui devait me conduire sur la trace des Afro-Boliviens, mais pas seulement, parce que ce n'est pas que pour les Afro-Boliviens que j'aime la Bolivie, c'est pour, de manière générale, la population bolivienne, parce que pendant mon premier séjour, je n'ai rencontré quasi aucun Afro-Bolivien, quoi. C'est à ma deuxième visite, donc c'est de la Bolivie que j'aime de manière générale, et donc qui m'a poussé aussi à aller plus loin dans cette recherche, parce que je pense que si le séjour ne m'avait pas plu, peut-être je ne serais même pas revenu, quoi. Voilà. Entonces, se le hizo a Joseph una pregunta sobre si fue casual escribir una novela sobre los afrobolivianos y por qué estudiar la afrodescendencia en Bolivia y no en otro país. Entonces, Joseph dice que no hay casualidad. No hay casualidad, sin embargo, inicialmente en el año 2010 llegó por primera vez a Bolivia por una oportunidad laboral que no tenía nada que ver con su trabajo de escritor, incluso en esa época no escribía. Vino a Bolivia en 2010 para hacer un internado en Tarija y obviamente por ser de origen, o sea, por haber nacido a Juanda, la historia de los esclavos siempre le ha interesado, ¿no? Pero en 2010, durante su primer viaje a Bolivia, no conoció a ningún afrodescendiente, pero Bolivia se quedó muy presente en su mente y le gustó mucho su viaje, le gustaron muchos los encuentros que ha tenido y así fue que poquito a poco se definió esta historia, esta novela y estas ganas de buscar y de investigar sobre la comunidad afroboliviana. Je reprends le micro pour le petit mot de la fin. Donc, je voulais d'abord énormément vous remercier, Joseph, de nous avoir permis pendant plus d'une heure et demie voilà, d'échanger, de partager sur votre écriture, sur votre roman. Remercier tous les internautes qui nous ont suivis et particulièrement donc ceux de toutes les alliances. Il y avait ce soir Sucre, il y avait Cochabamba, il y avait Santa Cruz, il y avait La Paz. Remercier aussi notre conseiller culturel depuis le sud de la Bolivie, puisqu'il n'était pas sur La Paz, mais il nous a suivis aussi. Le remercier monsieur l'ambassadeur de France pour sa présence continue durant toute cette conférence et vous remercier, vous, Joseph, de ce temps précieux que l'on vous a pris ce soir et vous dire combien nous sommes tous très, très contents de préparer votre arrivée pour septembre prochain. On attendra maintenant votre petit cahier des charges. Il y a peut-être, puisque vous êtes un amoureux de la Bolivie, des petites choses que vous aimeriez prioriser et nous tiendrons les uns et les autres à vous faire voir ou vous amener dans des endroits que vous ne connaissez pas et que vous voudriez connaître. Merci à tous, très très bonne soirée et peut-être le petit mot de la fin à vous, Joseph, pour dire au revoir à nos amis boliviens qui nous ont suivis ce soir. Voilà, vous me dites merci, mais c'est moi qui suis honoré de cette réunion, de votre visite, de votre invitation et c'est vraiment du fond du cœur, un grand merci pour ça.
Et c'est en ça aussi que j'adore la littérature. C'est qui me permet de faire voyager non seulement mon imaginaire, mais physiquement de voyager, de rencontrer les gens bienveillants qui veulent échanger avec moi et qu'on partage notre façon de voir ce monde qui parfois qui devient de plus en plus fou et qu'il faut en profiter et vivre des moments d'échange et de fraternité en partageant cette langue commune. Voilà. Mais donc, j'ai hâte de venir en Bolivie. Alors, quand je reviendrai, peut-être j'aurai. Alors, moi, je dis tout de suite que j'aurais envie de visiter le Titicaca, le Salar de Uyuni. Parce que tous les gens qui viennent, ils commencent par ça. Mais moi, j'ai jamais été. Donc, voilà. Donc, c'est en boutade, mais c'est vrai que vraiment, je suis impatient d'être chez vous et de partager ces moments fabuleux qui sont le partage de la langue. Entonces, Eric Compan agradeció en nombre de la Embajada de Francia y en nombre de las 4 alianzas francesas de Bolivia a Joseph por haber estado con nosotros desde Bélgica durante más de hora y media. Agradeció también al señor embajador de Francia, Denis Gaillard, que ha estado también con nosotros durante toda esta noche. Agradeció también al señor Patrick Riba, nuestro agregado de cooperación cultural, que no ha podido estar presente, pero que sí ha sido presente de manera virtual porque siguió el encuentro. Y agradeció también a toda la gente conectada detrás de la pantalla y que muchos han hecho preguntas. Y terminó diciendo que estábamos todos muy felices con esta idea que usted iba a volver a Bolivia en septiembre. Ojalá que el contexto sanitario lo permita y de verdad va a ser un inmenso placer recibirlo nuevamente. Ahora Joseph dice que es él que se siente, que es muy agradecido por haber sido invitado y que fue con todo su corazón que compartió con nosotros esta noche y que con mucho afán que tiene ganas de volver a Bolivia y que también es por eso que le gusta mucho la literatura, porque la literatura le permite a él viajar físicamente, pero también viajar en su mente, creando imaginarios, compartiendo con gente y también con los encuentros que la literatura le permite hacer en un mundo donde sí de verdad se necesita fraternidad. Y a la pregunta de Eric Compan, que le dijo que ahora que ya hemos entendido que Joseph tenía una historia de amor con Bolivia, Joseph tenía derecho de decirnos lo que quería hacer un poco en Bolivia, aparte de sus encuentros literarios. Y Joseph dijo que nunca había tenido la oportunidad de ir al lago Titicaca y tampoco al Uyuni, que entonces sí le gustaría conocer estos maravillosos lugares de Bolivia. Muchas gracias, Joseph. Merci. Merci beaucoup, merci infiniment et à très, très vite. Merci. Merci beaucoup pour ce très beau moment. Oui, c'est moi qui vous remercie. Au revoir. Très vite. Au revoir, au revoir. Voilà, le direct est arrêté. Merci, Joseph. Merci beaucoup, Joseph. Un grand merci à vous et à très bientôt, à tout bientôt. Oui. À très bientôt. J'ai passé un excellent moment. Nous aussi. Reposez-vous bien pour aider tous ces gens malades qui ont encore beaucoup besoin des soignants. Et Oh, tous ça ces va, lecteurs qui vous on attendent. va se remettre à la tâche demain. Au revoir. Cher ambassadeur, au plaisir, à très bientôt. Très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous, merci de votre accueil. Merci infiniment. Bientôt. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. Bonsoir. Formidable. Apostrophe n'a qu'à bien se tenir.
Il y avait du whisky, des cigarettes et des cigares. Il n'y a rien de tout cela. La prochaine fois. Au revoir à tous, bonne soirée. Au revoir, Bonne soirée à tous. À demain les collègues. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Eh bien, c'était très bien, Isabelle. Ah, mais tu vois, j'attendais que tout le monde saute pour arrêter l'enregistrement. Et oui, finalement. Et puis, ça a marché sur toutes les pages de la page. C'était très bien. C'était très bien. Super, super. Bon, bah, génial. Bon, bah, à Ciao, demain. ciao, à demain. Bonne nuit. Ciao, ciao. Bonne nuit, ciao.